Si j'avais eu le temps et l'esprit, j'aurais aimé me consacrer à la construction d'un seul monastère, d'une seule église. Étudier, observer, contrôler, revenir en de nombreux repentirs afin d'atteindre une perfection certaine. Travail à la fois plus égoïste et plus généreux, plus humble et plus orgueilleux, plus fécond et moins utile, que sais-je. À chaque raisonnement s'oppose un autre, la vérité se partage en deux vérités. En 1948, j'avais 36 ans et mon agence avait la clientèle de 3 ministères et de nombreux particuliers. La reconstruction du vieux port de Marseille, détruit par les Allemands en 1943, faillit interrompre une carrière qui semblait toute tracée. J'avais osé combattre le médiocre projet adopté à la va-vite par la municipalité. Après de longs débats et d'obscures intrigues, j'étais parvenu à faire arrêter le chantier déjà démarré afin d'en modifier l'exécution selon mes plans. Au prix d'une lutte de plusieurs mois, le quai du port échappa à une barre en béton de 600 mètres de long, semblable à celle qui défigure depuis nombre de nos villes. Faute de pouvoir reprendre le projet à zéro, j'avais imposé de la découper en 6 immeubles aux profondes façades en pierre de taille, offrant ainsi aux bâtiments du quartier intérieur une vue sur le port. C'est peu dire que cela fit scandale. Pour certains, d'un coup, je devins ce jeune architecte désinvolte, sans scrupules ni bonne manière, disposé à voler une commande à un confrère plus âgé. En ville, on disait de moi, il a une réputation de gangster, mais il construit moins cher et mieux. Je ne pus éviter le coup de pied de l'âne. Mes collègues évincés avaient porté plainte pour tentative d'élimination de confrères auprès de l'ordre des architectes, et j'en fus radié pour 3 mois. Cependant, la vie me souriait. On me choisit comme professeur pour créer un atelier d'architecture à l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Cet enseignement et mes élèves me donnèrent les joies les plus pures de mon existence. Pouillon nous a insufflé d'entrée la passion du dessin, une exigence incroyable sur la manière de dessiner, une précision extrême, et puis des efforts monstrueux qu'il nous demandait pour dessiner le mieux possible, et en nous disant que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et quand on a fait nos valeurs d'architecture, on avait des récompenses simplement parce qu'on avait des dessins d'une pureté extraordinaire, alors que les autres faisaient des dessins à effet. Vous voyez ce que je veux dire, des effets, alors que nous, c'était dénué de tout effet. Un peu comme l'exemple que vous avez là sous les yeux. Le 200 logements, c'était la première opération vraiment structurée et qui avait un projet social global. C'était une œuvre globale, pas uniquement d'architecte. C'était l'œuvre d'un type qui avait trouvé un système pour loger les gens au prix le meilleur et avec un système d'acquisition, de financement qui était original. Donc pour lui, ça avait une très grosse importance parce que dans le fond, c'est une préoccupation qu'il a eue tout le temps de sa vie. En quelques jours, j'avais inventé l'opération. 200 logements, à 200 mètres de la ville, construits en 200 jours pour 200 millions. L'opération avait un caractère social. Elle permettait de devenir propriétaire de son appartement en 25 ans, moyennant le prix d'un loyer HLM et sans autre versement initial qu'un trimestre de loyer d'avance, pour des bâtiments entièrement construits en pierre de taille. La pierre, ça permettait de faire des murs qui étaient finis. On ne revenait pas dessus. Gain de temps. Et puis franchise.
C'est un matériau qui était franc. On ne trafique pas avec lui. C'est ça qui lui plaisait. La pierre, c'est évidemment très important pour lui. Ça a plusieurs sens, hein. C'est un matériau traditionnel et qui est lourdement chargé, enfin, d'histoire, de mythes. C'est quelque chose qui raccroche en quelque sorte à lui tout seul, l'architecture à l'histoire, au temps ancien. La pierre, c'est un matériau qui aussi vieillit bien, ce qui est quand même extrêmement important parce que Fernand Pouillon pensait au vieillissement du bâtiment, à son histoire, à sa vie. La pierre, ça lui donne une grande liberté. Dans l'immédiate après-guerre, lorsqu'il l'utilise, c'est un matériau, je dirais, concurrentiel avec les autres, hein, dans un contexte de pénurie. Mais en fait, ça va lui donner sa liberté par rapport à ce que l'État essayera d'imposer très vite, notamment dans le cadre des grands ensembles, c'est-à-dire la préfabrication et la préfabrication lourde. Donc la pierre, ça lui permet d'être à l'écart du mode de production dominant. C'est encore une manière aussi de trouver son chemin tout seul, sa voie. Je m'étais construit une magnifique maison de campagne à Aix. Cette habitation, à la fois fruste et luxueuse, était exclusivement construite en pierre et en bois, une seule qualité de pierre, blanche, tendre et régulière, pour les murs extérieurs et intérieurs et les dallages, un seul bois, le mélèze rouge. Les corps de bâtiment étaient disposés autour de la grande piscine. Ce n'était pas la première belle maison que j'installais, mais celle-ci avait une signification particulière. Je sentais que je l'habiterais peu et que mon destin serait d'errer à la recherche d'aventures de plus en plus difficiles. En mai 1953, mon père Jacques Chevalier venait d'être élu maire d'Alger et son premier objectif était d'engager la bataille du logement. À l'époque, Alger était une ville où il y avait une crise du logement épouvantable, il y avait beaucoup de bidonvilles et il fallait d'urgence construire des logements. Jacques Chevalier avait entendu parler de Fernand Pouillon par ses réalisations à Marseille, à Aix, et il l'a appelé tout de suite. Pouillon est donc arrivé en mai 1953, a débarqué à Alger, et je me souviens toujours de cet entretien qui avait eu lieu au Borges, dans notre maison d'El Biar. Pouillon était sidéré de voir ce jeune maire lui dire « Écoutez, il me faut tout de suite 1000 logements, dans 15 jours, je veux des plans et vous avez carte blanche. » Chevalier l'a appelé, lui a dit voilà, je veux faire 1000 logements sur ce site, et puis peut-être on en fera encore 1000 autres derrière. Vas-y, fonce, dans 3 mois, je veux l'avant-projet, hein, dans 6 mois, je veux le chantier démarrer. De ce genre-là, moi je dis des chiffres au hasard, mais c'était de cet ordre-là. Et Pouillon jouait le jeu, parce que, alors que des gens comme les gens sérieux, entre guillemets, comme les Emery et compagnie, auraient dit « Oh là, impossible, il nous faut une année de réflexion, il faut qu'on fasse du travail sérieux, etc. » Pouillon balayait les obstacles. Donc il a laissé le temps à personne de le combattre.
Il m'a reçu debout en 5 minutes, comme ça. J'ai été engagé. Il m'a dit, d'accord, c'était un samedi. Il m'a dit, vous venez de lundi, vous prenez votre billet, vous partez lundi soir. Et le lundi, je suis parti. Je suis arrivé à Alger le 2 janvier 1954 pour commencer Dir El Massoul. Et il a demandé quels sont ceux qui veulent venir à Alger faire la charrette, que c'est pour 2 ou 3 mois. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il me le demande. Il me demande si je veux venir. J'ai dit oui. Je suis parti. Et puis finalement, je suis resté 2 ans en Algérie. Je ne suis pas revenu. Je n'ai pas repris mes cours. Et je suis resté en Algérie avec Fernand Pouillon. J'ai continué à travailler avec lui. Ah ben avec lui, c'était tout ou rien. Hein. Lui, il fallait que ça marche, quoi. C'est normal. On rendez compte que pour faire Dir El Massoul, qui est une cité de 1500 logements, nous n'avions que 365 jours, pile. Il y avait à l'entrée du chantier un grand panneau de 100 mètres carrés qui indiquait chaque jour, pour terminer le chantier, il ne reste plus que tant de jours. Tous les jours, on changeait le chiffre. J'organise mes espaces. Je travaille pour le piéton et non pour l'aviateur. Je pense à celui qui regarde par la baie de sa chambre ou de son salon. Je me promène dans ces espaces imaginaires et je les modifie lorsque je n'atteins pas la sensation que je souhaite. Un espace est environné de murs, de gazons, d'arbres, de dallages. Tout prend de l'importance. Les matériaux, les proportions des ouvertures créent le complément d'une indispensable harmonie. L'architecte, l'urbaniste, doivent penser en sculpteur et non en agent voyer distribuant des immeubles le long d'une rue. Une des premières choses que j'ai vues à Alger en tant qu'architecte était la cité Dir El Massoul, que Pouillon était en train de terminer de construire. Et ça a été, je dois le dire très objectivement, un très grand choc pour un jeune architecte qui venait de faire son diplôme en Suisse. Et c'était un éblouissement parce que c'était quelque chose de tout à fait, on peut le dire aujourd'hui, c'était quelque chose de tout à fait révolutionnaire dans l'architecture à cette époque. C'est-à-dire une recherche vers la création d'un espace urbain, vers retrouver une forme de vie urbaine renouant avec les traditions de la ville, ce qui était évidemment tout le contraire de ce qui avait été cherché et imprimé par les architectes modernes. Il savait que la création, c'était un phénomène de talent individuel, que lui avait le talent qu'il fallait, il n'avait aucun problème pour inventer 1000 logements différents et 10 000 logements différents, ça lui posait aucun problème, puisque c'était pas un architecte qui faisait des œuvres au sens où le font des Géry ou autres grands architectes de notre époque contemporaine. C'était un architecte qui inventait un système, qui inventait des systèmes. Il a inventé un système constructif pour arriver à la rapidité d'exécution, 200 jours, etc. À Alger, c'était 300 jours. Enfin, il a toujours eu le même système et pour ça, il avait inventé un système constructif qui était très rapide.
Toutes les cloisons de distribution des appartements sont des éléments porteurs en briques. Alors pour que les briques soient plus résistantes, au lieu de les mettre à plat, couches comme ça, ils les mettaient debout. Elles résistaient mieux à l'écrasement. Ça avait été, évidemment, c'est une intuition qu'il avait eue, qui a été contrôlée. Et on a fait toutes ces cloisons avec les briques debout. Le luxe et le confort de la cité étaient sans précédent. On fournissait jusqu'au réfrigérateur. Quant au prix, ils furent inférieurs de 5% à mes prévisions. À Diar es Saada, de rien, nous avions fait une ville de 5000 habitants, avec ses arbres, ses égouts, ses fondations et ses murs de pierre décorés de bois et de céramique. Il est très fidèle en amitié, Pouillon. Il avait comme ami un céramiste de plusieurs, mais dont un céramiste d'Aix, qui s'appelait Amado. Et à l'occasion, il le faisait travailler dans ses cités, il faisait une fontaine, une statue quelconque. Et là, il a dit à Amado, je vais te faire avoir un beau boulot. Il lui a fait faire le totem. Il a fait les éléments à Aix-en-Provence. Les éléments ont été emballés dans des caisses, ont été transportés et montés sur place à Alger. On faisait deux choses, on faisait Climat de France et on finissait Diar el Massoul et Diar es Saada au niveau des, je dirais, des modénatures architecturales, des éléments de plantation, d'environnement, voilà. On suivait la fin du chantier, si vous voulez. Alors le soir, on finissait souvent vers minuit, pas trop d'heures. Avant d'aller se coucher, on prenait une jeep, puis on partait dans les chantiers pour voir l'avancement. Et on voyait tous les 2-3 jours, les immeubles, ils avaient pris un étage. C'était spectaculaire. Récemment, un enseignant de l'école d'architecture a né son groupe d'étudiants dans la cité de Climat de France. Les étudiants ont interviewé les gens. Chose curieuse, les habitants de Climat de France, les enfants même, ont dit « Ah, nous, on habite la cité de Pouillon ». C'est rare que les gens connaissent le nom de l'architecte qui a fait leur cité. C'est un signe très important. Et ils en sont très fiers. C'est des tout petits logements à la limite de l'habitable au point de vue des surfaces, puisque ça rentrait dans le cadre des logements pour les musulmans, qui, avant l'indépendance, obéissaient à des normes très restrictives, financières et de surface. Mais Pouillon se débrouillait quand même pour donner une qualité même à des logements de cette taille. J'ai la certitude que cette architecture est sans mépris. Pour la première fois peut-être dans les temps modernes, nous avions installé des hommes dans un monument, et ces hommes, qui étaient les plus pauvres de l'Algérie pauvre, le comprirent.
C'est eux qui baptisèrent la grande place les 200 colonnes. L'architecture garde une partie de son mystère, ne le découvre que par fragments et ne le livre que lorsque tous les volumes ont occupé leur place. L'œuvre en cours est une discussion, décevante ou pleine de promesses. Nous cherchons des arguments, nous écoutons les résonances sans encore en connaître la fin. Toutes ces émotions ne peuvent être prévues et connues entièrement à l'avance. Cela est bon. Un chantier sans anxiété serait comme une vie sans souffrance. Je ne pensais pas à la faillite, pas du tout. Je pensais que l'on pouvait poursuivre grâce à moi. Et d'ailleurs, très innocemment, j'ai cru que la réalisation de mes biens permettait cela. Je suis arrivé un jour devant une assemblée d'entrepreneurs et j'ai dit voilà, je mets tout sur la table et puis... Tout, c'est-à-dire tout ce que je possédais. Ça représentait, en bradant tout, ça représentait 700-800 millions. Ça me paraissait possible. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, et ça n'a pas suffi, non pas en quantité, ça n'a pas suffi en temps, en délai. Si bien que lorsque vous êtes entré en prison, vous étiez un homme ruiné. Oh oui, très largement. Complètement. Complètement, oui. Pouillon n'a pas agi comme architecte uniquement là. Pouillon avait constitué pour les affaires d'Alger une énorme entreprise. C'était un homme d'une très grande puissance de travail, d'une très grande ambition de travail, une véritable locomotive, quoi. Il avait une agence qui avait 80, 100, 120 salariés. Donc il cherchait des marchés. Il cherchait des grands marchés à Paris. Donc il s'est établi en 1955, il crée une structure de promotion qui s'appelle le Comptoir National du Logement, CNL, avec toutes sortes de gens, des potiches, des anciens préfets, et tout un monde qu'il décrit d'ailleurs en termes extrêmement cruels. Il les traite de petits chacals, il dit que quand on crée une instance de gens, il faut prendre de la crapule. Et il prend des gens qu'il considère comme de la crapule. À Paris, je voulais bâtir meilleur marché et mieux que personne, en développant un élément nouveau. Vivre dans le bonheur et la dignité, en évitant cette terrible ségrégation qui est la conséquence des prix des immeubles et des aménagements de terrain. Les deux ensemble, Point du Jour et Meudon-la-Forêt, conçus en 2 mois, devaient pulvériser tous les prix. 80 000 francs le mètre carré au lieu de 140 000 et 50 000 francs au lieu de 90 000, soit une différence de 60 à 80% entre mes prix et ceux généralement pratiqués sur le marché pour des constructions beaucoup moins agréables et moins confortables. Il outrepasse un peu le rôle strict de l'architecte pour devenir le chef d'une grande structure de promotion. Ce sont un peu les débuts de la promotion, de la grande promotion. Ici, on est dans une opération, c'est une petite ville, 2500 logements, c'est donc 10 à 12 000 habitants. Vous voyez, c'est une affaire très grosse. Donc ça implique de trouver des terrains, ça implique de monter une structure assez compliquée pour exproprier, acheter, vendre. Il n'y a pas de fonds propres, je crois, suffisamment importants, donc il faut toujours vendre sur plan. Donc c'est une espèce de cavalerie comme ça qui va très vite. Et c'est un monde assez véreux dans lequel les gens se payent sur la bête constamment. C'est en ça que ça ressemble un peu à Elf. C'est constamment, les gens essayent de piquer du fric et de partir au plus vite ayant piqué du fric. Lui est mu par une idée de ce qu'est la vie, une idée de son métier qui est plus grandiose, mais les gens qui l'entourent semblent vraiment être intéressés uniquement par des jongleries financières délictueuses. Il ne prétend pas avoir été très honnête, mais il ne se rendait pas forcément compte de tout ça.
Il était très dépensier. Il ne cherchait pas à accumuler forcément l'argent. C'est un homme plutôt de la dépense, de la somptuosité que de l'accumulation. D'ailleurs, dès qu'éclatera l'affaire, il mettra tous ses biens à disposition des administrateurs de justice, ce que feront pas les autres. Les autres planqueront leur fric, ils nieront. Lui rend tout de suite, propose, se ruine instantanément pour rembourser les débiteurs. Donc il y a quand même une espèce de grandeur chez lui, même dans son immoralité ou son cynisme. Moi j'ai assisté à des réunions avec ses ex-associés. C'était une fois où il m'a emmené, je lui ai servi de chauffeur et tout. C'était épouvantable. Enfin, je suis arrivé là-dedans comme un cheveu sur la soupe. J'ai vu en l'espace d'une heure où je suis resté à cette réunion qu'il était entouré de gens pour qui le chantier n'avait aucune importance. Voilà. Oui, finir le chantier, c'était pas alors que souci. Lui s'est ruiné, la santé. Ça a été... On arrive au bureau, on nous dit voilà, Fouillon a été arrêté, quoi. Ça, on n'a pas senti venir avant. Hein. Bon, on savait qu'il y avait des problèmes avec le CNL, le Contrôle national du logement, mais on ne pensait pas que ça en arrive à ce point-là, quoi. Actualité. Fouillon, l'architecte du CNL, a disparu. On est toujours à peu près au même point. En définitive, tout semble invraisemblable dans cette affaire et on ne sait plus trop où on en est. Par exemple, on a avancé l'hypothèse selon laquelle Pouillon se serait sorti de la clinique déguisé en femme. À noter qu'une femme d'1,90 m, c'est la taille de Pouillon, se remarque tout de même. On avait dit que Pouillon se promenait dans le parc et même sortait en ville sous surveillance. Alors nous avons attendu très longtemps l'arrivée de Pouillon dans le box et à 17h10, nous avons vu entrer réellement un fantôme. Avec ses grandes mains projetées en avant, une maigreur terrible, c'était véritablement un cadavre vivant qui entrait. Un silence surprenant est tombé sur le prétoire qui était bondé. Son avocat, Maître Gory, le réconforte, le fait asseoir. Nous savons bien que c'est Il y a eu plusieurs procès. Le procès principal, il avait été condamné à 4 ans de prison. Puis il a fait appel, il a été condamné ensuite à 3 ans et puis libéré instantanément puisqu'il avait purgé une partie de sa peine. Et puis il y a eu des procès annexes pour des affaires, pour son évasion et pour 2 ou 3 petits délits annexes. En tout, l'affaire a duré environ 4 ans, dans laquelle il a dû passer 26 ou 27 mois en prison. Si j'ai pu tolérer ou ignorer les méfaits de mes associés, cela peut les condamner sur le plan de la stricte équité sans m'absoudre en aucun cas. Il n'empêche, en 7 ans, j'avais édifié autour de Paris plus de 6000 logements, ensembles populaires ou résidences de standing. Pour Meudon-la-Forêt, les bassins de Versailles, les allées de son parc me servirent de modèle. L'échelle était définie. Comme pour Climat de France, je dressais un projet monumental, cyclopéen, pour loger les moins fortunés. D'immenses piles de pierres constituaient les façades ainsi qu'un paravent. Ces structures dissimulaient des baies dans des perspectives infinies, évoquant des murs aveugles de temples ou de forteresses.
À Boulogne, il me fallait entreprendre une vaste opération d'urbanisme. Démontrer que Paris pouvait être remodelé, aménagé, grâce à des ensembles réservés aux petits cadres, à bas prix et luxueusement. L'esprit de mes premières études abordait un nouveau domaine, l'ensemble urbain monumental, la recherche des volumes dans un groupe d'immeubles denses, renfermant des jardins précieux et féeriques réservés aux piétons. Mes recherches pour des structures économiques m'amenèrent à prévoir des façades en pierre dure, d'autres en glace. Je me lançais à corps perdu dans cette étude exaltante. Au final, les souscripteurs du Point du Jour n'eurent à payer en supplément que 10% sur les prix pratiqués à l'origine par le CNL, alors que leur appartement avait pris, moins de 2 ans après sa construction, une plus-value de 250 à 300%. Je n'en fus pas moins radié à vie de l'ordre des architectes. Tout ce qu'il avait pu envisager en termes de construction au niveau du territoire français lui était totalement, définitivement interdit. Et la sanction en elle-même, c'est très dur à dire, mais elle ne pouvait pas être autre. Elle aurait pu être limitée dans le temps. Elle l'a d'ailleurs été limitée dans le temps, puisque quand il y a eu l'amnistie, il a pu... Mais c'est vrai qu'elle lui a imposé de fuir le territoire français pour pouvoir construire. Les formes, les volumes, les poids, les résistances, les poussées, les flèches, l'équilibre, le mouvement, les lignes, les charges et les surcharges, l'humidité, la sécheresse, la chaleur et le froid, les sons, la lumière, l'ombre et la pénombre, l'essence, la terre, l'eau et l'air, enfin tous les matériaux sont, tous et toutes, contenus dans la fonction souveraine, dans l'unique cerveau de l'homme ordinaire qui bâtit. Cet homme sera tout, argile et sable, pierre et bois, fer et bronze. Il s'intégrera, s'identifiera à tous les matériaux, à tous les éléments, à toutes les forces apparentes et internes. Ainsi il les portera, les évaluera, les auscultera, les verra avec son âme, comme s'il les tenait dans ses mains. C'est moi qui lui ai dit, quand est-ce qu'on redémarre ensemble? Plus tard, il m'a dit que ça l'avait beaucoup touché, mais ça s'est passé comme ça, on a redémarré. Et on est parti à Alger, et c'est là où Alger j'ai construit. Alors, j'étais allé à Zeralda, Sidi Ferruch, Tipaza, le Tipaza Club, j'ai fait tout ça. Architecte de talent, mais dépassé par les exigences financières de ses entreprises, Fernand Pouillon est devenu, dans ce pays neuf, un homme nouveau. Voyez-vous, j'ai eu très peur à un moment donné de devenir un homme haineux, un homme méchant. Dans un certain sens, je suis devenu meilleur, peut-être moins vulnérable. Et l'avenir? L'avenir, c'est d'installer ici le plus beau tourisme de la Méditerranée, celui qui rendra la vie le plus agréable aux hommes, c'est-à-dire qui leur permettra, dans cette période de vacances si courte, de se récupérer. Bon, c'était un homme de grande culture, Pouillon, contrairement à beaucoup d'architectes. C'était un homme qui jouait avec les références. Dans les hôtels, c'est carrément un festival de références. Il s'est dit, les touristes, ils vivent dans un monde artificiel, je leur flanque un monde artificiel de bâtiments qui font référence à l'Algérie, au Maghreb, à l'Orient et au monde entier.
et à l'architecture classique et à l'architecture médiévale, à tout ce qu'il aimait. Il a intégré des bouts de tout ce qu'il aimait dans tout ce qu'il a fait. Très habilement fait dans les volumes, dans le rapport au paysage. C'était impressionnant. Ah ouais. On aurait dit un acteur des films américains. Il était passé de table en table. Le jour les enfants, ouais, ils regardaient ce qu'on faisait. Ça va, ouais, ça va. Puis après, il y avait une secrétaire, on lui a demandé qui c'était. C'est le boss. C'est le boss. Alors, ils se mettent à la planche, sur un petit croquis pas plus grand que ça. Il commençait à dessiner. Alors ici, ce sera le hall d'entrée, ça sera le là, ça sera ci, on fera les chambres là, enfin comme ça. Il fallait suivre, hein, parce qu'après, il ne revenait plus. Hein. Et ça se résumait en 21-27, quoi. Hein. Et puis, il dit, bon, maintenant, tu te démerdes. Alors, il partait, puis il revenait vous corriger tous les soirs, parce que lui, c'était la nuit qu'il travaillait. Alors, au fur et à mesure, on le mettait un peu au propre de ce qu'on avait cru comprendre. Et puis, on mettait, non, c'est pas comme ça, oui, ça va, comme ça, enfin bon. Ça durait pendant 8 ou 10 jours. Après, il dit, moi, attends, t'as plus besoin de moi. Il repartait en France, en général, et on tombait les barres. Et puis, il revenait. Moi, un jour, le projet était complètement fini. Fini, alors. Tout titré, tout, hein, partir au tirage. Mais d'ailleurs, c'est bien, mais je suis pas content de ça. On va refaire. On a refait tout le projet. Là, j'avais une rogne. C'était comme un sacré boulot. Il y avait, je sais plus, 300 chambres. Enfin, c'était un gros truc. Hein. On a tout refait. Ça représentait 500 000 dinars, l'étude d'un abat. Et je me préparais à porter le dossier au ministère du Tourisme le lendemain matin. Et je le vois descendre. Il était même pas 9 heures. Stop, il me dit, arrêtez tout. Je regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cette nuit, j'ai vu l'hôtel dans le sens contraire. Et on va le mettre comme ça et on va mettre une passerelle pour rejoindre la falaise. C'était beaucoup mieux. Alors, je vois les garçons qui commencent à faire la grimace. Bon sang, on avait fini, c'était bien fini, l'hôtel était pas mal, il faut recommencer. Allez hop, il attrape une feuille de papier, il commence à... Il faisait le gros dessin, qu'il faisait mettre au point, et au fur et à mesure que ça s'affinait, après ces multiples passages, bon, on commençait à avoir on a recommencé entièrement le projet. 500 000 dinars à la poubelle. Stimulé par la formidable énergie créatrice qui régnait à Alger, je reprenais peu à peu pied en France. Près de Paris, à Ozoir-la-Ferrière, je construisis un lotissement de 440 maisons individuelles, discrètement réparties autour de 2 pièces d'eau et entourées d'épais jardins tout en courbe. Nous, des autres agences, on ne les a jamais fait. On n'a pas fait d'autres agences. On n'a pas connu d'autres agences. Mais chez nous, c'était toujours la débandade. Hein. Ah ouais, c'était la joie. On travaillait dès le départ. Hein.
Dès le départ, on a toujours travaillé très tard. C'est-à-dire qu'on ne sentait pas le temps passer avec lui. On passait des nuits à travailler, le dimanche, on ne savait pas ce que c'était, ni les jours de fête, ni les vacances. Alors ça, il ne fallait pas en parler. Il ne fallait pas en parler, ni le 1er juin, ni le 14 juillet, ni rien. Aucun, ni la Noël, ni rien. Il avait besoin de nous, c'était, voilà. Il nous disait, j'arrive ce soir, voilà, il fallait qu'on soit là. Alors on l'acceptait ou on l'acceptait pas? On l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme quand même. Mais c'est vrai qu'on était, dans le fond, on était heureux. Ne croyez pas qu'on se plaint. Pas du tout. On ne se plaint pas. Des fois on avait ras-le-bol. Hein. Des fois, on avait ras-le-bol. Hein, quand vous n'avez pas bouffé à midi, même lui, il n'a pas bouffé. Hein, mais qui bouffait, parce que lui, il s'en fout. Hein. Il bouffe pas. Quand il arrive, il rentre à 4 h du matin, il bouffe, il s'en fout. Mais nous, en tant que jeunes, quand on avait la dalle, des fois, tu as faim, mon fils? Non. Si. Alors, viens, on va à la cuisine. Ces dessinateurs, il ne fallait pas qu'on les touche. Ouais, j'ai eu un problème un jour avec une voiture, un appartement. Pérez m'avait trouvé un appartement dégueulasse. Et je ne voulais pas le prendre. Et il me dit, oui, il n'y a que ça, puis il ne faut pas faire le difficile. Bon. 2-3 jours après, Pouillon était là, je lui dis, oh, appelle-moi Pérez. Il appelle Pérez, il dit, mais c'est mes enfants, ça. Tu ne vas pas laisser un poilevage dans un taudis. Il faut y trouver autre chose. Mais c'est que j'ai pas. Ben moi, je vais trouver pour toi, il m'a dit. Et c'est lui qui a trouvé. Il a trouvé un appartement qui était correct. Quoi. Ben voilà, il aimait bien que tout le monde soit content. Mais de toute façon, si vous êtes content, vous avez bossé. Si vous avez des problèmes, vous avez mal travaillé. Il avait raison. Hein. Il nous adorait, à mon avis. On était vraiment ses enfants. On était les mieux payés de toute la région. Ah oui, non, c'est vrai. Moi, un jour, il arrive, il me dit, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous avez comme voiture? Je lui dis, j'ai une Simca 6, que j'avais héritée de ma mère, d'ailleurs. Et il me dit, quand on travaille chez moi, on n'a pas une Simca 6. Et il me donne les clés de la voiture de sa femme en disant, tenez, je vous donne... Il m'avait donné les clés d'une magnifique voiture anglaise qui s'appelait, la marque, c'était Woolsey. C'était une, vous voyez ce que je veux dire? Tout en cuir, machin... magnifique voiture, alors du coup, le jour au lendemain, j'avais cette voiture. Voilà, il nous aimait énormément. Il aurait fait n'importe quoi pour nous faire plaisir, c'est vrai. Il n'était plus en grâce simplement parce que la tête politique avait changé, c'est tout. Il n'y a pas d'autres motifs. On voit trop Pouillon, il en a trop fait déjà. Il nous gêne. Alors, il faut qu'il s'en aille.
J'ai travaillé pour donner un coup de main à retaper le château de Belcastel. C'était sa dernière agence. Là, une fois de plus, il a monté une agence dans son château. Parce que c'était un dada. Vous voyez, il aimait l'architecture, il en vivait. Mais c'était également son violon dingue, enfin pas son violon dingue, son amusement. Ça. Et là, par exemple, il a fait ça pour l'amour de l'architecture. Toute ma vie, j'ai quitté les chantiers, mais j'avais toujours un nouveau projet en tête. J'étais heureux. Et puis souvent, je partais seulement pour quelques semaines. J'allais retrouver d'autres travaux plus urgents. Ce soir, ce n'est pas la même chose. Au bout du voyage, il n'y a plus rien. Plus qu'à attendre le bon vouloir de la destinée, et c'est au-delà qui me fait si peur. Sur le plan de l'architecture, c'était un génie, incontestablement. Il était né comme ça. Hein. Sur le plan de la technique, ce n'était pas un ingénieur, mais c'était un... Comment on appelle ça? Un autodidacte. Il avait de l'intuition. Avant que des ingénieurs très calés vous donnent le résultat de leur étude, lui, par intuition, il connaissait le résultat, vous voyez. C'est un don qu'il avait en plus du génie de l'architecture. Alors ça fait beaucoup, ça, vous savez. L'architecture, c'est la recherche du bien-être des gens, c'est la recherche du mieux vivre dans le cadre aussi bien individuel que collectif et urbain. Et ça, Pouillon le savait et le pratiquait d'une façon très, très conséquente. Hein. Je pense que sur le plan, quoi qu'il ait fait et quelles qu'aient été ses pratiques un peu aventuristes, Pouillon avait certainement une très grande force morale et une très grande conviction qu'il agissait pour le bien-être des gens. C'est vraiment, on peut dire, depuis ces 10 dernières années qu'on a pris conscience que, malgré tout, dans la production généralisée de la construction d'après-guerre, il avait une place tout à fait. Et il est en démontrant que, finalement, avec des tours et des bars, on pouvait faire une ville autrement que celle qu'on a été obligé de démolir. On a très vite compris qu'on était du bon côté, quoi. Quand on voyait la production qui se faisait ailleurs, etc. Et puis après, on était fiers parce que c'était une œuvre énorme quand même, qui a duré, qui est impressionnante. Donc on y participait, on était à la création, quoi. Oui, on était très, très fiers. Et on était fiers de notre patron. Pour moi, Fernand Pouillon, ça a été un second père. C'était un second père. C'est un homme qui était, comment dire, il donnait tout, en prenant tout. Moi j'ai fait des maisons, et quand on m'appelle Pouillon. Donc il n'est pas parti de ma mémoire, hein. Mais à la preuve.